Roule avec Driver. Une fois de plus, un dimanche de plus, jamais un dimanche de trop. Je suis content de vous retrouver. Je suis avec mon pote Hugo à la technique. Yes, comment ça va Driver? Très bien, et toi? Super, comme toujours. Voilà. Aujourd'hui, le thème, c'est le sexy rap, mais du côté féminin. Alors, j'explique. En gros, je vais parler pendant toute cette émission de ces rappeuses qui ont pour thème principal le sexe. Parce qu'il faut savoir que dans les débuts du hip-hop, les premières rappeuses, c'était pas du tout ce qu'elles mettaient en avant. Elles mettaient en avant un côté plutôt social, féministe, vraiment la place de la femme dans le monde, la place de la femme dans le hip-hop. Et il y a Sultan Pepa qui sont arrivés un petit peu sexy, légèrement, mais c'était pas à fond. Et c'est vraiment l'arrivée en même temps de deux meufs du même quartier, deux meufs de Brooklyn qui ont vraiment changé le jeu. Je parle de Lil Kim et Foxy Brown qui sont arrivés en même temps et c'est elles qui sont venues carrément rappeuses sexuelles. Et après, il y en a eu plein d'autres. Comme je l'ai dit en intro, pour moi, le vrai départ de ce rap sexuel, ce rap même quasiment porno, c'est Lil Kim et Foxy Brown qui sont arrivés à peu près en même temps. Donc j'aimerais parler d'abord de Lil Kim. Lil Kim, c'est une rappeuse qui a été amenée par le regretté Notorious B.I.G. C'est la vision. En fait, sa carrière, c'est carrément la vision du Notorious Big. Ceux qui ont vu le film sur Notorious Big peuvent voir que, en fait, quand ils rencontrent Lil Kim, elle rappe très gangsta, en fait. C'est très masculin finalement et Biggie lui dit ouais super ton couplet là où tu fais l'homme mais c'est comment quand tu fais la femme. En gros il lui fait comprendre qu'il veut pas entendre une femme dire qu'elle prend un flingue et qu'elle tire et que c'est pas ça qu'il attend. Lui en fait il rêvait d'entendre une rappeuse rapper le sexe. Lil Kim avait un couplet comme ça en poche, très sexuel et tout, et la Biggie dit ah mais c'est super ça. Il faut qu'on aille là. Et pour la petite histoire, il a écrit tout le premier album de Lil Kim tout simplement. Ça veut dire moi à l'époque, je connais quelqu'un un Français qui travaillait son album avec l'ingénieur du son de Biggie et Lil Kim. À l'époque, il y avait beaucoup d'argent dans les années 90 dans l'industrie de la musique. Il n'y avait pas de téléchargement gratuit, tout ça, donc tout allait bien, il y avait du budget. Donc quand tu étais signé en major, tu pouvais demander l'ingénieur du son de tes rêves. T'écoutais l'album de Biggie tous les jours, tu dis je veux le même son, et tu demandais l'ingénieur du son de Biggie. Et donc il y a un Français, je ne nomme pas son nom parce que peut-être qu'il ne veut pas. Donc il y a un Français que je connais qui a eu l'occasion de bosser avec cet ingénieur du son là. Ils étaient en France, il est donc venu en France et lui il disait, tu sais, il expliquait donc cette légende comme quoi Biggie a écrit tout l'album de Lil Kim. C'est quand même un album très féminin, un album qui parle de sexe. Donc en France on avait des doutes et lui il dit ah tu ne crois pas. En fait il avait tout l'album de Lil Kim enregistré par Biggie. Vu que c'est lui qui faisait les prises de voix, il avait tout gardé dans son disque dur et il a fait écouter à mon pote, voilà, tout l'album, écoute en zappant comme ça et c'est la voix de Biggie. Lil Kim avait juste à apprendre et refaire. Et ce qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, avec Internet, tout ça, on retrouve des morceaux. Vous allez sur YouTube, vous tapez par exemple Queen Beach, qui est un morceau qu'on va écouter tout à l'heure. Version originale. Et vous voyez Biggie, il y aura marqué Biggie à côté. Et vous entendez le morceau rappé par Biggie. un texte féminin, tout. Et c'est là quand même que je me dis, bon, il était vraiment fort, c'était un vrai auteur, en fait. Et voilà, c'est pour ça que je dis tout ça, c'était sa vision. Il voyait vraiment le truc comme ça. Une femme qui assumait, de toute façon, aujourd'hui, tout le monde, quand on dit Queen Bee, tout le monde pense à Beyoncé. Mais en fait, la vraie Queen Bee, c'était Lil Kim. C'est toujours Lil Kim. C'est juste qu'aux États-Unis, on n'a pas le droit de dire les grossièretés à l'antenne, à la radio ou à la télé. Donc tu pouvais pas dire Queen Bitch. Donc ils disaient Queen Bee. Mais voilà. Mais ça voulait dire Queen Bitch. Et en fait, c'était ça la vision de Biggie, c'est d'aimer le sexe, de l'assumer. Les gens disent oh c'est une salope. Oui, je suis une salope. Voilà, c'était ça en fait la vision de Biggie pour Lil Kim. Et il a écrit tout l'album comme ça. Et le truc qui est j'allais dire qui est marrant, ça dépend pour qui, mais c'est que quand Lil Kim ne donnait pas satisfaction au niveau du rap, quand elle enregistrait que Biggie était pas content de ce qu'elle faisait, il arrêtait pas de dire hey,
Si tu continues comme ça à me faire chier, je vais te remplacer. Il y a une autre fille au quartier, là, qui s'appelle Inga. Elle a faim, elle. Elle rappe super bien. Je vais te remplacer. Inga, c'est Foxy Brown. Il faut savoir que, comme je le disais, c'est deux filles du même quartier. Donc, Biggie, pour lui mettre la pression, lui faisait comprendre que elles étaient interchangeables. Hein. C'est lui qui écrit les textes. Si Lil Kim l'assure pas, il peut mettre quelqu'un d'autre. Mais pourquoi Lil Kim a sorti son premier album solo? C'est tout simplement parce que avant l'album solo, il y a eu l'album de Junior Mafia. Junior Mafia, c'est le groupe de Biggie, c'est tous les petites Biggie. Et Lil Kim faisait partie du groupe. Et en fait, c'est la personne qui ressortait le plus, justement, avec tout ce concept d'assumer son côté sexuel. Et bien sûr, ça a fait du bruit. Et il y a le fameux single Get Money, où Biggie et Lil Kim rap, sont que tous les deux sur le morceau. Et Lil Kim a un couplet incroyable où elle dit que sexuellement elle pourrait faire des choses qui feraient honte ou qui gêneraient Vanessa Del Rio. Vanessa Del Rio, c'est une actrice porno des années 90, je pense, ouais, voilà, mais vraiment qui est connue pour faire des choses, voilà. Et en gros, Lil Kim est en train de dire que ouais, moi, si j'ai une relation sexuelle avec toi, ça va être pire qu'elle. Et ce qui est beau, c'est qu'ils l'ont invité, elle, dans le clip aussi. Et voilà, et vraiment, ils ont amené le truc loin. Et tout le monde attendait un album solo de Lil Kim, du coup. Et voilà, Biggie, il a senti le bon moment. Donc Biggie était un bon producteur. Hein. Il a pas eu le temps d'en faire beaucoup, mais Junior Mafia, ça a été un succès. Il a donc produit le premier album de Lil Kim, qui a été un succès. Après, malheureusement, il est mort, mais elle a continué, avec parfois l'aide de Puff Daddy. Et elle a fait 4 albums, que je dise pas de bêtises, ouais. Et qui ont tous eu du succès. Et le premier était vraiment magnifique. Et le dernier aussi une tuerie. Mais sur le dernier, elle allait en prison. Pourquoi elle allait en prison? Ça va annoncer mon prochain topic de toute façon. Mais parce qu'elle s'est embrouillée avec Foxy Brown. Il faut savoir que ces deux filles, comme je disais, deux rappeuses de Brooklyn, qui sont sur le même créneau, ce rap sexuel. Les deux marchent, et faut savoir, on en parlera après. Biggie écrit pour Lil Kim, Jay-Z écrit pour Foxy Brown. Tout ça, c'est Brooklyn. Ils sont tous de Brooklyn. Mec, meuf, tout ça, hein, et ils cartonnent. Tout cartonne, tout marche en même temps. Maintenant, au début, elles sont copines, elles ont fait une couverture de The Source Magazine à l'époque. Et tout doucement, il y a la concurrence qui s'installe, parce que les gens commencent à dire, je préfère Lil Kim, ah, moi, je préfère Foxy, tout ça. Et ça leur monte un peu au cerveau, et elles commencent à se détester. Et tout est parti en vrille des années plus tard quand Mobb Deep invite Lil Kim sur un morceau qui s'appelle Quiet Storm. Et Lil Kim fait un couplet où elle attaque un peu Foxy Brown. Je dis un peu, mais elle l'attaque clairement en vrai. Ces gamins de Capone et Noriega, qui sont souvent comparés à Mobb Deep, rappeurs du Queen, sombres, les violons, les pianos mélancoliques, tout ça, hein. Qu'est-ce qu'ils trouvent à faire? Ils disent, nous, on va faire un nouveau single pour notre nouvel album qui s'appellera Bang Bang. On va inviter Foxy Brown. Foxy Brown, qu'est-ce qu'elle fait? Elle règle ses comptes, elle attaque, elle répond à Lil Kim sur ce morceau-là. Ok. Ils vont en promo, Capone et Noriega sont en promo à la radio à New York. Alors, il me semble que c'est Hot 97. Ouais, c'est ça. C'est Hot 97. Et en fait, en les entendant à la radio, Lil Kim et son crew, donc Junior Mafia, mais plus les gens de la rue, pas que les rappeurs, ils se disent, bon, Capone et Noriega sont là-bas, peut-être avec Foxy Brown, on y va. Ils vont là-bas, et il y a des coups de feu qui sont échangés. Une fois de plus, parce que j'ai déjà raconté ici ce qui s'était passé entre The Game et 50 Cent, c'était la même chose. Hein. Et donc là, il y a des coups de feu, et voilà, bien sûr, c'est une radio, il y a des caméras, la police, procès et tout ça. Et en fait, Lil Kim ira en prison, pas parce qu'elle a tiré, mais pour parjure, en fait. On lui a demandé de reconnaître des gens qui étaient dans la vidéo et tout ça. Elle a dit, je connais personne. Tout simplement. Et voilà. Malheureusement, il y a des gens qui ont reconnu, dans l'équipe, qui ont reconnu des gens. Je pense à Lil Cease, c'est un peu plus compliqué que ça, mais voilà, Lil Cease, membre de Junior Mafia, que Lil Kim considérera comme une balance, parce que lui ayant dit le contraire, ils se disent ok, donc Kim a menti, voilà, je synthétise un peu, et Lil Kim elle était en prison pour ça en fait, elle est restée longtemps, et comme on est aux États-Unis, avant d'aller en prison, elle prépare son dernier album,
elle fait une télé-réalité qui est le décompte avant son premier jour de prison. Et honnêtement, elle fait peut-être son meilleur album à ce moment-là. Et elle sera pas là pour le défendre et tout, mais il y a cette télé-réalité. En même temps, ça lui permet de gagner de l'argent avant d'aller en prison. Et ça met un buzz énorme sur l'album. Et voilà, c'est comme ça qu'elle a fait son dernier album. Et malheureusement, quand elle est sortie de prison, elle a plus jamais retrouvé le jus. Et je me rappelle même que Jay-Z a voulu la signer, elle a pas voulu. Elle s'est dit non, je vais faire mon propre truc. Et elle a jamais réussi à sortir un album. Elle a fait des mixtapes qui étaient pas de qualité du tout. Et voilà. Mais on retiendra ces 4 albums qui sont vraiment bien. On va maintenant passer à Foxy Brown. Foxy Brown, voilà, on est vraiment dans la même veine que Lil Kim. Et comme je vous le disais juste avant, ce qui est fou, c'est que là, c'est pas Biggie qui écrit, c'est Jay-Z. Et pareil, il écrit, il enregistre. Et elle rappe, elle apprend, elle rappe. Et Foxy, elle est arrivée avec 2 couplets qui ont fait la différence. Moi, la première fois que j'entends Foxy Brown, elle est sur le remix de LL Cool J à Shot Ya. À cette époque-là, LL Cool J, il est au top du game. À chaque album, il fait un morceau où il invite plusieurs rappeurs, où il y a des rappeurs confirmés du moment, plus les rookies, les gens qui montent à chaque fois. Et ça, c'est bien. Il fait toujours découvrir des gens. Il met pas que les grosses têtes, c'est trop facile. Et donc, sur ce morceau-là, il y a Fat Joe, Kiss Murray, Prodigy de Mobb Deep. Et il y a Foxy Brown. J'ai jamais entendu parler de ma vie. Et j'entends une voix. Moi, je pense que c'est un petit garçon, en fait. Voilà, moi, je me dis, il y a un jeune garçon qui est là. Et finalement, le clip sort. Et c'est là que mais c'est une meuf. Et moi, je comprenais pas plus que ça l'anglais. Enfin, je cherchais pas trop à comprendre, surtout. Et donc, je me rendais pas compte de ce qu'elle disait. Si je faisais attention à ce qu'elle disait, je captais que c'était une fille. Moi, pour moi, c'était un petit garçon. Et quand je vois le clip, je dis, mais c'est une meuf et tout, ok. Et ensuite, il y a la bande originale du film Naughty Professor Folding ici. Et il y a ce single Ain't No Nigga de Jay-Z qui invite Foxy Brown sur le dernier couplet où elle fait un couplet incroyable. Pareil, un clip tourné, il me semble qu'ils sont à Acapulco, un truc comme ça, ils sont au soleil, tout. Il y a Biggie qui passe par là, tout machin. Et là, je commence à comprendre ce qu'elle dit et elle dit des trucs de ouf. Et là, je me dis, ok. Donc c'est ça, c'est complètement du rap matérialiste. Hein. Elle dit clairement dans son couplet que pour avoir des bijoux, si elle doit coucher avec un homme, elle le ferait. Il y a pas de souci. Et en fait, ça devient une norme. En fait, il y a Lil Kim d'un côté avec Junior Mafia qui est déjà là-dedans et Foxy qui arrive donc avec ses 2 couplets, un sur LL Cool J, un sur Jay-Z. Et là, tu te dis ok, on attend. Donc le buzz monte et elle sort en premier single pour son album directement avec Blackstreet. Blackstreet sont au top du game du R&B. Elle est signée chez Def Jam. Donc ils sortent l'artillerie lourde. Le single il est accrocheur à souhait, c'est un carton tout de suite. Sur l'album l'artillerie lourde, ils sortent il y a des prods de Mobb Deep à l'époque où Mobb Deep, c'est sûr, il y a un morceau avec Avoc de Mobb Deep, mais si je respecte la chronologie, je sais plus, mais il y a l'album de Firm, c'est-à-dire il y a Dr. Dre qui quitte Death Row, parce que Suge Knight c'est plus possible. Il monte son label Aftermath, il sort une compilation qui marche pas trop. Enfin, qui marche pas trop selon les chiffres de Dr. Dre, hein, c'est platine quand même, mais bon, on attendait plus, voilà. Et il décide de produire un super groupe de New York qui s'appelle The Firm avec Nas, Cormega à la base, un mec du Queens qui devait tout exploser, qui était signé chez Def Jam et après c'est parti en vrille et il a pas eu la carrière qu'il devait avoir. Finalement il est remplacé par un autre mec du Queens qui s'appelle Nature et il y a Foxy Brown dans ce super groupe. Et ça, c'est là on est dans le top de New York, là on a un super groupe magnifique et c'est Dre qui va sortir ce groupe sur son label, il va faire certains sons et tout, notamment le célèbre Fun Tap avec un son magnifique, mortel. Et il y a AZ bien sûr que j'ai oublié, oh là là, AZ, tout le monde allait me tuer, très grand rappeur. Donc là, il tient un super groupe et c'est censé tout exploser et marcher. Pareil, ça flop selon les chiffres de Dr. Dre. Ça fera quand même platine ou quoi. Lui, Dre dit c'est un flop. Mais bon. Et
on connaît Foxy, c'est ça que je veux dire, c'est qu'elle est sur plusieurs projets et son premier album solo, ça sera un carton, il sera multi-platinum. Il y a vraiment des hits, il y a le morceau I'll Be avec Jay-Z, ils font un duo magnifique, où ils font des passe-passe, tout ça, avec un super clip et tout. Foxy Brown est sexy, comme Lil Kim. Elle rappe super bien. En même temps, si on aime le rap de Jay-Z, on est obligé d'aimer celui de Foxy. C'est le même. Comme Lil Kim, si on aime le rap de Biggie, on est obligé d'aimer le rap de Lil Kim. C'est le même. Donc voilà, vraiment, Foxy, elle marche sur l'eau à ce moment-là. Vous imaginez bien que j'ai toujours une anecdote. Je la raconte rarement celle-là, mais je suis obligé. Je suis obligé parce que ça me concerne. Foxy Brown vient en concert au Bataclan. Faut savoir que nous, Lil Kim, on l'a jamais eu en concert à Paris. Biggie, on l'a jamais eu. Junior Mafia, on l'a jamais eu. À un moment, ils étaient bookés au Zénith. Biggie, Craig Mack, Junior Mafia, et ça a été annulé. Et finalement, on les a jamais eu. Donc voilà. Par contre, Foxy, elle vient au Bataclan. J'ai acheté ma place rapidement. J'ai tout fait pour être devant. Et j'étais devant. Et Lil Kim. Foxy, un moment dans son show, elle s'en va pour se changer en fait. C'est une rappeuse, c'est sexy, il faut qu'elle change ses tenues et tout. Et le mec qui faisait ses bacs sur scène, c'était son frère, Young Gavin. On l'appelait Pretty Boy à un moment, mais c'est Young Gavin. Et à ce moment-là, son frère, il dit bon, ok, j'ai besoin de gens pour monter sur scène et danser. Parce que là, il y a un concours battle de danse, tout ça. Et le DJ mettait un morceau qui célèbre, les anciens s'en rappelleront, un morceau qui est de Lord Tariq et Peter Guns. Le morceau s'appelle Déjà Vu, Uptown Baby. C'était vraiment le hit du moment à l'époque. Et le DJ met ce morceau et il y a des filles qui montent, essentiellement, et qui dansent. Et en fait... Young Gavin, il regarde et tout, ouais non, bof, toi descends. Ouais, non, il attend la fille qui va danser bien, super sexy et tout. Cette fille qui n'arrive jamais. Sans manquer de respect à ces filles qui sont montées sur scène à ce moment-là, mais bon. On n'était pas en 2018, les choses sont beaucoup plus ouvertes aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, les meufs, elles auraient mis le feu. À l'époque, c'est quand même compliqué. Voilà, c'est une autre époque. À ce moment-là, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Il faut absolument que je trouve un moyen de voir Foxy. Je décide de monter sur scène. Oui, moi, Driver, je décide de monter sur scène. Et là, bon, Young Gavin, il me regarde du genre, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est un mec et tout. Sauf que, à Paris, je suis déjà Driver, en vrai. On me connaît. Ça fait que quand je monte sur scène, tout le Bataclan crie. J'ai rien dit, j'ai rien fait. Tout le monde crie, en fait, tellement ils sont choqués de me voir là. Et Young Gavin, il vient me voir, il me dit, mais t'es qui? Et moi, je dis, non, je suis juste un mec qui veut voir Foxy, c'est tout. Je vais pas commencer à raconter ma vie et tout. Et il dit, ok, il dit au DJ, bon, mets-lui l'instru. Et j'ai dansé, mais comme Maze ou Puff Daddy pouvaient danser parce qu'on était dans cette grande époque bad boy. Et j'avoue que j'ai assuré ce jour-là. Je me lance des fleurs, une fois n'est pas coutume. Et du coup, tout le Bataclan était au plafond. Les gens se disent, ils imaginaient pas que je pouvais avoir un feeling de danseur comme ça. C'est parce que je le montrais pas spécialement dans ma musique, dans mes clips ou je sais pas quoi. Et là, à ce moment-là, en fait, quand tout le Bataclan a crié comme ça, Foxy, qui était en train de se changer, elle a entendu, en fait. Elle est venue dans le coin comme ça, elle a regardé, elle m'a vu. Ok? Moi, je sais pas à ce moment-là qu'elle m'a vu. Mais y a pas de problème, tac, j'ai foutu le feu, nanana, redescends. Je retourne dans le public, je suis mon concert, tout se passe bien, tout. Maintenant, le final du concert. Elle fait le morceau Big Bad Mama, il me semble, c'était un morceau pour une bande originale avec Drew Hill, pour une bande originale de film. Elle fait ça, elle fait monter des filles sur scène. Ouais, est-ce qu'il y a des Big Bad Mama? Elle fait monter des filles. Et après, elle me regarde, elle me dit, toi, viens. J'écarte les bras, je dis au mec de la sécu, vous avez entendu? Faites-moi monter. Et là, je monte sur scène. Mais je reste dans mon coin, je fais mon mec, je m'en fous. Foxy Brown. Tout ce que je dis, c'est la vérité. Et ça a été filmé. Foxy Brown vient
vers moi et elle se met en position doggy style, en position perreo, comme diraient mes latinos. Et elle commence à danser devant moi. Non, vraiment, à ce moment-là, je suis au top de ma vie, en fait. C'est-à-dire Foxy Brown, j'écoutais ses morceaux, je regardais ses clips, je me disais, ah, elle est sexy et tout ça, et je suis au Bataclan en train de la frotter normal, devant tout le monde. Tout le monde est en train de crier, ah! Et Foxy, elle me dit, mais t'es qui? Moi, je dis, je suis personne. Je suis juste un mec qui a envie de s'amuser. Et là, c'était juste magnifique. Et KDD, groupe de rap toulousain, qui avait fait la première partie, c'est des gens avec qui je m'entendais bien, j'étais sur un de leurs albums, ils étaient sur mon premier album et tout. Eux, comme ils faisaient la première partie, c'était venu avec des caméras et tout ça, il fallait filmer, Toulouse au Bataclan, il fallait filmer. Du coup, ils ont filmé, mais moi, ce passage où j'étais sur scène et tout ça. Donc, quelque part, dans cette France, il y a une vidéo qui prouve tous mes dires, que je n'ai pas malheureusement, sinon je l'aurais foutu sur Instagram, Facebook, tout ça, depuis longtemps. Mais voilà, ma petite anecdote sur Foxy Brown, c'est que j'ai frotté Foxy Brown au Bataclan. Devant tout le monde, salle comble, et tout le monde a crié. Donc voilà. Maintenant, comme je vous le disais, Lil Kim et Foxy Brown ont amené le truc au niveau supérieur. Un sexy rap qui existait peut-être pas au niveau féminin, cette façon d'assumer. Donc, il fallait bien que la prochaine repousse les limites. Et il fallait qu'elle vienne de la ville la plus sexuelle, on va dire, Miami, qui est une ville des multiples vices. Et c'est quand même une ville où on marche dans la rue, tout le monde, toutes les filles sont en maillot de bain, elles marchent en maillot de bain toute la journée. Donc voilà, vous imaginez le côté sexuel. Et surtout, c'est la ville de Two Live Crew. Two Live Crew, c'est ce groupe qui a fait le premier groupe à avoir vraiment fait du porno rap. C'est le groupe de Luke, on l'appelait Luke, Uncle Luke Skywalker, Luther Campbell, et c'est un groupe qui ne parlait que de sexe sur scène, qui simulait des actes sexuels et qui ont été même un peu plus loin, ne plus simuler à un moment, qui faisait des DVD sur les Spring Break à Miami où il se passait des trucs étrange, très poussé dans la rue et tout était filmé. Donc Luc, c'était vraiment à un moment on l'appelait le Hugh Hefner du rap, et il a vraiment poussé ça. Et du coup Miami a eu cette image là à juste titre, hein. Miami c'est vraiment un endroit de fornication. Il y a plusieurs villes comme ça aux États-Unis, hein. Las Vegas c'est aussi comme ça un peu, mais voilà. Donc c'était logique en fait qu'il y ait une fille qui vienne de cette ville là et qui fasse du bruit. Et il s'agit de Trina. Trina, à la base, c'est une stripteaseuse. C'est pas une rappeuse du tout. Mais qui sort avec une grosse carrière de Miami. Un mec qui s'appelle Hollywood. On l'appelle Hollywood. C'est un mec qui organise énormément de soirées. C'est un mec qui est énormément respecté à Miami. C'est un mec du ghetto. Et elle sort avec lui. Et en fait, le petit frère de ce Hollywood, c'est le célèbre rappeur de Miami, Trick Daddy. Voilà, Trick Daddy qui commence à faire son trou, qui a déjà sorti un album. Et à un moment, il fait un morceau qui s'appelle Nan Nigga. Et il a besoin, en gros, il reproche des choses à une fille. Et il a besoin de la réponse féminine qui reproche des choses à un homme. Mais quand je dis reprocher des choses, c'est sexuellement, et c'est très hardcore dans la façon de parler de Trick Daddy. Et lui, il veut une fille qui soit aussi hardcore. Et là, Hollywood, il dit à Trick, donc le grand frère dit à son petit frère, tu devrais essayer ma copine Trina. Il dit, mais c'est une rappeuse. Non, mais c'est une stripteaseuse et elle a l'attitude, je suis sûr qu'elle peut le faire. Trick, t'as juste à écrire, elle va la prendre et je suis sûr qu'elle peut le faire. Ok, ils ont essayé et il a été totalement surpris par le résultat. Le morceau est sorti en single, ils ont fait un clip, ça a été un succès, dans le sud, c'est un hit. Dès que tu mets les premières notes, tout le monde saute, tout le monde crie. Et les filles, du coup, elles ont adopté le couplet de Trina. Et elles attendaient que ça, en fait, dans le morceau. Et du coup, toutes les filles rappaient le couplet de Trina. Et Trina, elle a cette voix un peu nasillarde. Quand on connaît un peu le cinéma noir américain, la voix de Trina correspond à énormément de filles noires américaines. C'est étrange. Ce que je dis, c'est comme si avoir une couleur de peau et
une certaine nationalité, donc là, noire et américaine, ça te donnait une voix. Normalement, ça n'a pas de sens ce que je dis. Mais je vous jure qu'il y a énormément de filles du ghetto, en tout cas, qui ont cette voix-là. Et du coup, elles ont été touchées par la voix de Trina, parce qu'elles avaient toute l'impression que c'était elles-mêmes. Donc, elles reprenaient le couplet de Trina en chœur à chaque fois, en club, en concert et tout. Et du coup, le producteur de Trick Daddy, il a dit à Trina, mais moi je te signe, il faut faire un album. Donc là, on parle d'une fille qui a jamais rappé, c'est pas une rappeuse. Elle dit, vraiment et tout. Après, on me dit, on va faire pareil, hein. T'as pas à écrire, on va tout préparer pour toi. Si t'as des idées, tu donnes des idées. Si tu te sens capable d'écrire des trucs et que c'est chaud, on garde. Mais voilà, t'inquiète pas, on va tout amener pour que tu puisses faire. Ok. Et ils ont fait le premier album de Trina qui s'appelle The Baddest Bitch. En gros, c'est la salope la plus mortelle, la plus au top, avec une pochette d'album mythique. Mythique. J'adore cette pochette. En fait, c'est un mec qui est en train de mourir, qui est sur l'espèce de lit brancard d'une ambulance. Il est dans le camion. Il est en train de mourir et Trina vient pour lui faire des électrochocs. Mais sauf qu'elle lui monte dessus en position rider, comme on dit dans le sexe, avec une tenue sexy d'infirmière et tout ça. C'est juste magnifique. Et pour la petite histoire, j'ai toujours des anecdotes avec tout le monde. Lorsque je préparais mon deuxième album, il y avait un morceau que je voulais faire avec une rappeuse. J'étais un peu comme Trick Daddy en fait. J'avais besoin d'une réponse féminine sur un morceau. Et je voulais le faire avec une américaine. Et à un moment dans ma liste, il y avait Trina. Donc on a avec la maison, à ce moment-là, Trina elle est au top de son jeu. Avec la maison de disques, on contacte son producteur, qui s'appelle Touch, qui est le boss du label Slip and Slide, qui produisait Trick Daddy aussi. Et quand on le contacte, donc la maison de disques le contacte, explique, voilà, on a un rappeur français, Driver, on va faire un morceau avec Trina, tout ça. Lui, il dit, ouais, ok. Et il donne un chiffre pour le featuring, le coût du featuring. Alors, j'ai plus le chiffre en tête parce que c'était à 18 ans, quelque chose comme ça. Ma mémoire flanche. Mais tout ce que je sais, c'est que l'argent qu'il a demandé, en France, et à l'époque, à la grande époque des majors sans internet et tout ça, où il y a de l'argent, c'était un budget pour faire un album. Il me demandait le budget d'un album pour qu'elle fasse un couplet. Donc, le mec de ma maison de disque a dit, c'est pour faire un album commun, Trina et Driver? Il a dit, non, c'est pour un couplet de Trina. On a dit, ok, oubliez, c'est bon. On oublie tout ça, ça sert à rien. En fait, faut savoir que les Français, l'image que les Français ont aux États-Unis, c'est tout le monde est riche. Tout le monde habite sous la Tour Eiffel. Ou sous l'Arc de Triomphe. Tout le monde est riche, donc en gros, ils se disent, rappeurs français, ils ont de l'argent. Allez, payez. Bien sûr, on a dit non, on a refusé. On s'est arrangé autrement, on a fait autre chose. Et des années plus tard, arrivent les réseaux sociaux, et notamment Twitter. Mais là, on est des années plus tard, Trina s'est redescendue, et voilà. Ça reste toujours un sex symbole et tout, mais c'est redescendu. Donc moi, je commence à rentrer dans le jeu de Twitter et tout ça, et je suis des gens, et notamment des rappeurs, des rappeuses que j'aime bien en France ou outre-Atlantique, et donc Trina. Et je lui envoie un message public. Je dis, tu sais, toi, à l'époque, je voulais faire un morceau avec toi, mais ton producteur nous a demandé un chiffre incroyable, et du coup, on l'a pas fait. Et quand je lui dis ça, elle me suit, elle se met à me suivre sur Twitter pour qu'on puisse parler en privé, en fait. Et là, elle me dit en privé, ah bon, et tout, mais j'étais même pas au courant, et tout, machin. Je dis, ouais, je me doute bien, c'est pour ça que je te dis ça. Elle me dit, mais tu sais, on pourrait faire un morceau ensemble maintenant, hein, machin, ouais. Après, moi, je lui explique, ouais, sauf que maintenant, je suis indépendant, il y a plus Universal derrière, et que l'argent que tu vas me demander, je pourrais pas te le donner. Donc, si tu veux en faire un morceau ensemble, mais tu me demandes pas d'argent. Bon, elle a plus jamais répondu. Oh, voilà. J'ai tenté, mais voilà, et quand même, on est resté, elle me suivait, je la suivais et tout, donc ça nous arrivait quand même de discuter. Et à un moment, comme à la base, je parlais de la pochette, je lui dis, mais cette pochette qui est quand même mythique, je voulais savoir, le mec, là, qui se prend les électrochocs, t'as des nouvelles de lui aujourd'hui? Elle me dit, même pas. Et pour dire la vérité,
J'ai jamais connu son nom. Je sais même pas, c'est un mec, il est venu, il s'est juste couché là, et voilà, on a besoin de quelqu'un, il l'a fait, et c'est tout. Voilà. Je dis, j'aurais bien voulu être cette personne. Mais bon. En tout cas, voilà pour la petite anecdote, mais Trina, du coup, cet album-là, le premier album, marche énormément, et elle devient vraiment un sex symbole, et vraiment, elle a amené le truc un petit peu plus poussé au niveau du sexe que Lil Kim et Foxy, qui étaient déjà très loin. Et elle en plus, vraie stripteaseuse, donc elle nous faisait des booty shakes endiablés, des twerks de fou et tout. Et elle a sorti son deuxième album, Diamond Princess, bon, regardez l'accent, et où elle rappait de mieux en mieux finalement, parce que je rappelle qu'à la base c'est pas une rappeuse. Lil Kim et Foxy, c'est des rappeuses qui se sont retrouvées à laisser des Jay-Z et des Biggie écrire parce que c'était le summum de l'écriture, mais c'est des rappeuses à la base. Pas Trina, donc finalement on la voit progresser. Sur le deuxième album, elle rappe mieux, sur le troisième c'est encore mieux, sur le quatrième c'est encore mieux, mais par contre elle a pas toujours les hits et tout, mais en tout cas sur son deuxième album, il y avait un morceau qui s'appelait Be Alright, produit par un jeune producteur qui n'était pas une superstar à l'époque, mais qui s'appelait Kanye West. Et qui avait fait ce morceau où il y a Ludacris qui faisait un super couplet aussi. Et commence à faire des trucs avec Tweet, bosser avec Missy Elliott et tout ça. On se rend pas compte en France, parce qu'en France ça a jamais pris, mais aux États-Unis, Trina, c'était vraiment quelque chose d'énorme, c'était des disques d'or et voilà. Et à un moment, elle est sortie avec Lil Wayne, au moment où Lil Wayne était au top de son game, donc pareil, elle a commencé à collaborer avec lui, ils ont fait des morceaux, des singles ensemble et tout, c'était vraiment la folie. Donc Trina a eu vraiment un beau moment, une belle carrière, et finalement, elle représentait ce que Luc et Two Live Crew représentaient au masculin. Elle l'a fait au féminin. Et c'était normal, finalement, que ça vienne de Miami. Et elle a ouvert la porte pour d'autres rappeuses de Miami, dont on parlera juste après. Maintenant, comme je disais, Trina, en ce qui concerne Miami et la Floride, elle a ouvert des portes. Du coup, toutes les strippeuses, elles se sont dit, mais moi, je me rappais aussi... Ah oui, elle a rendu le truc accessible en fait. T'étais pas obligé d'avoir sorti des mixtapes, d'avoir fait des concerts, des trucs machin. Tu pouvais y arriver. Donc, comme je disais, il y a cette atmosphère assez sexuelle à Miami qui existe aussi. Donc c'était très facile de trouver une rappeuse qui sache bouger comme une stripteaseuse ou qui était carrément une stripteaseuse et qui puisse assumer le côté je rappe le sexe, je suis une salope et je l'assume et tout ça. C'était très facile à trouver. Donc dans la foulée de Trina, il y a une rappeuse d'origine cubaine. Faut savoir qu'on est à Miami, il y a une grosse communauté cubaine qui s'appelle Jackie O. Qui arrive, qui rentre dans le jeu, tout simplement, hein. Et elle fait un morceau qui s'appelle Pussy, tout simplement, hein, où elle vante le goût de son vagin. Le refrain dit quand même Pussy real good, Pussy real good. Oui, mon vagin est très bon et donne elle dit que le goût, c'est très étrange ce que je suis en train de dire, mais elle dit que le goût fait que les gens font la queue pour essayer de goûter. Elle dit que oui, en plus c'est vraiment une nasty girl, comme on pourrait dire en français, une fille un peu débauchée sexuellement, et que en général les mamans de ces mecs la détestent. Et elle dit c'est à juste titre, parce que oui, madame, je peux sortir avec votre fils et le tromper dans la minute. Voilà, vraiment, on est vraiment dans ce truc assumé et tout. Et elle est super crédible en fait. On a vraiment l'impression que c'est vrai et tout. Et c'est ça, le truc, c'est que c'est le lifestyle de Miami en fait. Les filles qui sont un peu mignonnes, un peu sexy, elles se retrouvent vite à faire, je caricature, hein, mais elles se retrouvent vite à faire stripteaseuse, parce que c'est entre guillemets de l'argent facile. D'un coup on vient de proposer de rapper, ça peut être de l'argent facile aussi. Ouais, mais faut que tu sois très très sexuel dans tes textes. Oui, bah en même temps je finis souvent nu dans un strip club, ça me dérange pas. Donc voilà, il faut savoir que c'est simple en fait. En France, on a du mal à imaginer ça. Mais aux États-Unis, notamment à Miami, avec tout ce que je vous ai raconté sur Luc et Two Live Crew, c'est normal. Donc voilà, elle sort un album qui sort sur le label indépendant TVT. Elle est managée par cette boîte de management Po Boy.
Po' Boy Entertainment, cette boîte de management très célèbre à Miami parce qu'à un moment ils manageaient Rick Ross aussi, ils ont managé énormément de grands noms à Miami, ils ont bossé avec DJ Khaled aussi à un moment, tout ça, et elle était donc aussi managée là-dedans. Donc bon, après c'est TVT, c'est un label indépendant, si t'étais pas Lil Jon ou Pitbull, c'était compliqué d'avoir ton disque d'or ou de platine, mais elle a quand même fait son bruit et le morceau Pussy a bien marché. Elle a sorti un morceau aussi qui s'appelle Fine avec les Ying Yang Twins qui avait bien marché aussi. Tout ça s'est clippé. Et il y a malheureusement pas eu de suite. Il y a eu un deuxième album qui était peut-être plus une mixtape et tout, et après finalement elle a tout doucement disparu, même si elle a envoyé des morceaux à droite à gauche. J'aimerais qu'on parle aussi dans le même topic de Khia. Ça s'écrit Khia, Khia, qui est ce qu'on appelle aux États-Unis un one hit wonder. Ça veut dire personne qui a fait un hit énorme dans le pays et qui a jamais réussi à en faire un deuxième. Le morceau c'est My Neck My Back, Liquid Good. C'est très sexuel tout ça et c'est inspiré de la Miami Bass, cette musique créée par Two Life Crew. Et c'est un morceau qui passe jusqu'à maintenant en soirée. Pareil, ce que je vous disais sur Trina, où vous avez toutes ces filles qui étaient là en train de rapper le couplet de Trina et tout, qui se sentaient concernées, c'était la même chose avec Khia. Et c'était complètement dingue. Et malheureusement, bon, elle a sorti plusieurs albums, mais ça a jamais pris... Il y a jamais eu un morceau qui ait pris autant que celui-ci. Mais en tout cas, on est obligé de parler d'elle si on parle de sexy rap. Parce que, bon, c'était quand même très très explicite. Alors, il faut savoir que là, ça y est, on a des exemples de rap sexuel qui ont marché. Il y en a plus un seul, où c'est plus que Lil Kim et Foxy. Là, comme je vous l'ai dit, il y a Trina, il y a Jackie O, il y a Khia et tout. Donc tout le monde cherche un peu sa rappeuse sexy et tout. Par exemple, un mec comme Snoop Dogg qui a toujours parlé de sexe, pas que de weed, et pas que de gang, de trucs de gangsters. Elle a toujours parlé de sexe aussi. Lui aussi, à un moment, il avait signé sa rappeuse, une rappeuse de Saint-Louis qui s'appelle Tiffany Fox, qui est fort jolie et sexy d'ailleurs, et qui rappe bien. Malheureusement, Snoop n'est pas connu pour être un grand producteur. Quand je dis ça, je m'explique. C'est pas un mec qui suit beaucoup ses artistes. C'est, en gros, il te donne une opportunité. Vas-y, tu peux sortir un disque sur mon label, tu sors. Mais il va pas travailler ta promo, va pas te suivre, il va pas... Bon, il avait fait une compile qui s'appelle Welcome to the Church. Et dessus, il y avait 2 morceaux de cette Tiffany Fox. Et qui étaient très bien, dont un morceau qui s'appelle Shake That Shit. On attendait une suite, il n'y a jamais eu de suite. Bon, elle a un peu disparu des radars. En fait, elle est réapparue beaucoup plus tard et produite par Lil Kim. C'est là où on voit tout est lié, de ce rap, ce sexy rap, tout ça. Mais finalement, Lil Kim, déjà, c'était au moment où elle sortait de prison. Lil Kim a eu du mal à se produire elle-même. Donc, à part une mixtape pour Tiffany Fox, il n'y a rien eu. Et là, je vois Tiffany Fox a fini dans une télé-réalité, elle est là, elle sort des trucs, elle essaie de se débrouiller, mais bon, c'est un peu plus dur. Mais en tout cas, c'est pour dire que tout le monde essaie d'avoir sa rappeuse, et sa rappeuse, elle doit être sexy et pas hésiter à dire des trucs sexuels. Et il y a cette rappeuse qui fait son trou dans l'underground new-yorkais. À un moment, c'est compliqué à New York, et puis de toute façon, la musique, le rap est en train de tourner sudiste. C'est les sudistes qui ont les plus gros succès, à part quelques exceptions à l'ouest, quelques exceptions à l'est. Mais c'est vraiment les sudistes qui prennent le game. Et cette rappeuse new-yorkaise, elle décide d'aller voir ce qui se passe à Atlanta. Parce que c'est un peu la plaque tournante, et elle rencontre un mec qui s'appelle Gucci Mane. Bien sûr, je parle de Nicki Minaj. Voilà, donc pendant un moment, elle va rouler avec Gucci Mane et son équipe jusqu'à une passation, un transfert. Et elle rejoint l'équipe de Young Money, l'équipe de Lil Wayne qui est en train de monter une super team de rappeurs. Et comme je le disais, tout le monde veut avoir sa rappeuse et il faut qu'elle ait un côté sexy aussi. Nicki Minaj, c'était parfait. Elle avait ce côté sexy dans ses textes, mais physiquement, c'était un problème aussi. Et voilà. Donc, Nicki Minaj et Young Money, le label de Lil Wayne, dans cette super team avec Drake, avec Tyga, avec Gudda Gudda, avec Jay Mills, tout ça. Vraiment une super équipe. Et justement, ils sortent un projet compilation Young Money Volume 1.
Et c'est vraiment là que l'Amérique découvre vraiment. Quand je dis vraiment, c'est que elle a fait un featuring sur un morceau de Yo Gotti, tout ça. C'était cool. Mais là, sur le projet de Young Money, tout le monde tombe sous le charme de Nicki Minaj. Tout le monde attend un album solo. Moi, le premier. Et c'est... Ok, visuellement, je suis amoureux de ce que je vois, mais même ses textes, c'est osé. Comme quand je disais que Trina, elle avait ramené le truc un peu plus haut que Lil Kim et Foxy, sexuellement, fallait que Nicki Minaj, elle fasse ça aussi. Et ouais, il y a des textes quand même où elle dit des trucs de ouf, mais toujours avec un côté de kickeuse. Non pas que Lil Kim et Foxy kickaient pas, elles kickaient. Mais par exemple, Trina, c'était moins une kickeuse. C'était carrément pas une kickeuse même. Même si j'ai dit, on la sentait s'améliorer à chaque album. Alors que là, Nicki Minaj, quand même, c'est du haut niveau. Et on commence à l'inviter partout, faire des feats, et elle fait ce feat incroyable qui est sur cet album de Kanye West. Le morceau s'appelle Monster, où il y a quand même Kanye West, Jay-Z et Rick Ross. Et elle les tape tous. Donc là, on se dit quand même qu'il y a un problème. C'est pas juste une poupée. C'est une vraie rappeuse. Et une rappeuse qui rappe très bien. Donc voilà, la suite, on la connaît, le buzz monte énormément autour d'elle. Au moment de sortir son premier album, le buzz, il est maximal. Et quand l'album sort, c'est un raz-de-marée tout de suite. Elle casse la baraque. Avec un premier album très pop, finalement. Mais qui marche quand même tout de suite. Après, deuxième album, elle kick un peu plus, même si elle a des morceaux électro, des trucs avec David Guetta et tout. Mais elle kick quand elle doit inviter Rick Ross et Cameron. Elle est là, elle est à la hauteur. Quand elle doit rapper avec Drake et Lil Wayne, qui sont pas des enfants, elle est à la hauteur. Et vraiment, et c'est énorme. Et vraiment, à ce moment-là, contrairement à avant, on est dans une période où au niveau du rap féminin, il n'y a que Nicki Minaj qui marche. Ça veut dire que Lil Kim, Foxy, Trina, ça y est, c'est retombé. Elles ont fait leur temps, entre guillemets. Mais, quand Lil Kim marchait, Foxy marchait. Quand Trina, elle arrivait, Lil Kim et Foxy, ça marchait encore. Donc, on pouvait avoir 3 filles qui marchaient en même temps. On avait d'autres filles qui étaient pas spécialement dans le rap sexuel. On avait Dabrat, MC Light, tout ça. Toutes ces filles-là, elles marchaient. Donc, on pouvait avoir plusieurs filles qui marchent en même temps. Quand il y a Nicki Minaj, je sais pas ce qui se passe dans le game, mais on dirait qu'il n'y a plus de place pour aucune fille. Il y a plein de filles qui arrivent, qui essaient de faire leur trou. Mais non, c'est Nicki Minaj tout seul pendant des années. Alors les Source Awards, c'est une blague à chaque fois. Nicki Minaj est nominée, il y a 4 autres filles qui sont nominées. Tellement il y a rien, il y a même des filles qui sont nominées avec des mixtapes. Elles ont pas d'album. Mais il faut bien mettre de la concurrence et Nicki Minaj gagne à chaque fois. Et c'est simple. Donc voilà, elle a régné pendant très longtemps. Elle a sorti plusieurs albums. Tous ces albums sont des succès. Ils ont tous marché. Et on attend le prochain. Entre-temps, il y a eu beef avec Remy Ma, il y a eu une arrivée de Cardi B, il y avait un léger beef, même s'il n'était pas réellement avoué, avec Iggy Azalea. Il s'est passé beaucoup de choses maintenant. Je pense que pour la prochaine sortie de Nicki Minaj, ça va pas être la fête comme avant quand il y avait personne. Mais honnêtement, vu que c'est une super bonne rappeuse, elle a juste à faire un bon album en fait. Si l'album il est bien, moi je pense que ça continue et voilà. Mais en tout cas, elle a eu une grosse période où elle régnait seule. C'était bizarre. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'elle se disait pas je règne seule, je suis la seule meuf. C'est qu'elle allait se frotter aux hommes et elle leur faisait très mal. Vraiment, moi le Monster, je vous invite à réécouter. Jay-Z, Rick Ross, Kanye West. Normalement, t'es foutu. T'es au milieu de tout ça, t'es foutu. Bah, elle a gagné. Donc, rien que pour ça, beaucoup de respect. Les chiffres qui vont avec. Voilà. Tout le monde voulait avoir Nicki Minaj sur son album. Elle a fait une tonne de featuring. Et à chaque fois qu'elle fait les featuring, c'est une tuerie. Donc, voilà. Maintenant, on va parler d'un sujet qui me touche énormément. Comment dire? Alors, outre le fait que je la trouve sexy, tout ça, moi j'aime son histoire en fait. Je parle d'Iggy Azalea.
C'est une rappeuse australienne, mais pas genre une américaine d'origine australienne, qui vient d'Australie, vraiment, avec tout ce que ça implique, l'accent et tout. Blanche, blonde, très grande, un physique de mannequin. D'ailleurs, c'est un mannequin. Quand on la voit arriver, elle a pas les stéréotypes de la rappeuse. Donc on peut se dire, ouais, qu'est-ce qu'elle veut? Il y a un défilé quelque part ou quoi? Et en fait, moi, quand on me fait découvrir ça, parce que c'est un pote à moi qui est à Los Angeles qui m'envoie ça, il me dit, écoute, ça tue, écoute. Je vois un truc, c'est beau. Je crois que c'est Last Song, un morceau, un clip qui s'appelle Last Song. C'est beau et tout, mais et elle est vraiment, c'est fashion, elle est vraiment ce mannequin. Mais par contre, ce qu'elle dit, c'est très sale, sexy, sexuel, limite un peu gangsta, mais envers les mecs et tout. Et je me dis wow, j'aime bien ce décalage en fait. Et je commence à suivre. Je télécharge sa mixtape qui s'appelle Ignorant Shit. Et là, je tombe sur le morceau qui s'appelle Pussy. Morceau incroyable avec un clip tourné à South Central, ghetto noir de Los Angeles, un des plus dangereux, si c'est pas le plus dangereux. Et elle est là, une blonde, au milieu de plein de meufs, des Renois, tout ça, de ghetto, tout. Et je dis, qu'est-ce que c'est que ce clip en fait? J'essaie de comprendre et tout. Et le morceau, il est incroyable. La musique est incroyable et comment elle kick dessus. Je me dis, wow, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, suite à cette mixtape, tout le monde veut la signer, en fait. Tout le monde voit le décalage, en fait. Et il faut savoir qu'il y a le précédent Eminem où on voit un blondinet qui rappe super bien, qui écrit super bien, et il y a les résultats. Il fait des chiffres qui défient tout, qui battent tous les records. Et donc il y a ce précédent-là et tout le monde se dit, et si c'était Eminem au féminin? Donc tout le monde veut la signer. Et c'est Interscope qui rafle la mise. Donc elle se retrouve là-bas, mais même en étant signée là-bas, tout le monde veut travailler avec elle, de Pharrell à Kanye West, à Jermaine Dupri et tout. Tout le monde veut travailler avec elle, tout le monde voit qu'il y a vraiment un truc et tout. Et en fait, il y a quelqu'un qui la déloge, c'est T.I. Et pour moi, c'est l'erreur de sa carrière, en fait. T.I., j'ai beaucoup de respect pour le rappeur, mais honnêtement, le producteur est pas bon. Et en fait, il la ramène dans des trucs, on comprend pas. Du coup, elle est très influencée. Elle, à la base, elle découvre le rap par Tupac, All Eyes on Me. C'est une grande fan de Tupac. Elle décide d'aller aux États-Unis pour vivre son rêve. Elle veut être rappeuse. La chance qu'elle a, c'est qu'elle est australienne. Les Australiens parlent anglais. Donc elle se dit, je peux aller aux États-Unis, même si elle a un accent fort australien. Et elle est très jeune quand elle y va. Elle se retrouve dans des galères, des bourbiers où faut payer son loyer. Ce truc, elle se retrouve à être stripteaseuse. À voler de l'argent dans le portefeuille des mecs pour qui elle faisait des danses dans les strip clubs et tout. D'ailleurs, il y a un clip où elle raconte tout ça. Le morceau s'appelle Work. Et, il est tiré de son premier album et elle raconte un peu tout son parcours. Et c'est là où on voit quand même que c'est pas simple. Elle est venue vivre son rêve. Et moi, ça me touche parce que finalement, en tant que fan de rap américain, de voir quelqu'un étranger à ce pays, comme j'aurais pu l'être, faire son truc et arriver à quelque chose, moi j'étais touché, je me dis c'est bien. Et surtout quand elle raconte par quoi elle est passée, c'est une femme, c'est pas un mec, tu dors chez des mecs que tu connais, tout ça. Il peut t'arriver tout et n'importe quoi quand t'es une femme, et encore plus blanche, blonde, dans un milieu de noirs. Je suis pas en train de dire que les noirs sont des sauvages ou ça, je ne me permettrai pas moi-même en tant que noir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on sait comment, surtout aux États-Unis, c'est très une ségrégation comme naturelle dans ce pays. C'est très le rap c'est les noirs, la pop c'est les blancs. Et quand t'es pas dans ton monde, tu dois toujours lutter. Comme un noir qui veut faire de la pop, il va lutter. Hein. C'est comme ça. Donc c'est pas évident. En plus t'es une femme, t'es un peu mignonne, qui va avoir un peu de harcèlement à un moment donné, c'est sûr et tout. Donc voilà. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le parcours, mais par contre, T.I., quand il la récupère, ça commence à aller dans tous les sens et faire un peu tout et n'importe quoi. Et surtout, elle part à Atlanta et elle est
vachement inspirée par la culture d'Atlanta. Et quand t'es fan, en fait, je pense qu'elle est fan de T.I., elle est signée, récupérée par T.I., je dis signée, mais c'est entre guillemets, je vous expliquerai après, mais quand t'es fan de ton producteur, tu commences à vouloir parler comme lui et tout, et à un moment, elle perd son accent australien pour avoir l'accent du sud des États-Unis, et elle commence à subir les foudres un peu des Américains qui disent mais pourquoi elle se prend pour une meuf d'Atlanta, pourquoi elle prend cet accent-là, elle vient pas de là, et tout ça, machin. Et bon, et c'est quelqu'un qui est très très nul sur les réseaux sociaux. Quand je dis qu'il est très nul, c'est qu'il répond quand il faut pas répondre, qu'il se vexe pour tout et tout. Alors que les réseaux sociaux, c'est le monde des trolls. Si tu te prends la tête avec tous ceux qui te trollent, t'as pas fini. Et le problème, c'est que elle peut s'embrouiller avec des gens qui sont anonymes, comme s'embrouiller avec des gens super connus, s'embrouiller avec Q-Tip, avec Talib Kweli, avec Snoop, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, petit à petit, elle a commencé à te détester. Bon, en tout cas, son premier album, il y avait un gros tube qu'on va écouter tout à l'heure, qui s'appelle Fancy, avec Charlie XCX, qui a un timbre de voix très Gwen Stefani. Donc finalement, c'était un morceau très pop. Et c'est là où elle a réussi à exploser avec ce single-là. Mais l'album a pas pris, parce que l'album allait vraiment dans tous les sens. Après, ils ont fait une réédition, ça allait dans tous les sens. Et jusqu'à maintenant, elle essaie de sortir son deuxième album. Elle envoie énormément de singles. Le dernier, il a 3 semaines, c'est avec Quavo de Migos. À chaque fois, c'est sympa, mais ça tue pas. Donc, je pense que son retour va être très difficile. Et surtout, entre-temps, il y a d'autres gens qui sont arrivés, notamment Remy Ma et Cardi B. Bon, Remy Ma, c'est pas une nouvelle, mais en fait, il y a eu de nouveau de la lumière sur elle. En tout cas, Iggy Azalea, c'était celle qui était envoyée en mission pour écarter Nicki Minaj quand elle régnait toute seule. Ça n'a pas pris. Donc Nicki Minaj a continué à régner toute seule et elle commençait à envoyer des pics. Je me souviens d'un Source Award où Nicki Minaj gagne et elle était contre Iggy Azalea. Quand elle monte sur scène, elle dit ouais, pour être la reine, il faut écrire ses textes. Moi, j'écris les miens. Et ça, c'était pic clairement lancé sur Iggy Azalea, qui avait des textes de T.I., des trucs comme ça. Et on comprend pourquoi l'accent du Sud était si présent, parce que finalement, elle apprenait ce que T.I. faisait. T.I. a un accent très poussé. Mais au final, elle signe chez Def Jam et elle déclarera que elle a signé directement chez Def Jam, tout simplement parce que T.I. l'avait sorti de chez Interscope pour la signer, mais qu'il a jamais sorti de contrat, en fait. C'était un truc à la parole, et c'est là où je me dis, mais T.I., mais c'est pas possible d'être stupide à ce point-là, en fait, mais j'ai pas compris. Pour ça, je dis T.I., c'est vraiment pas un bon producteur. Il a produit énormément de choses qui ont pas marché, mais finalement, quand même, il faut quand même rendre à Clifford ce qui appartient à Clifford, c'est son vrai prénom. Il a quand même un artiste qui cartonne énormément aujourd'hui, mais personne ne sait que c'est lui qui le produit, et c'est peut-être pour ça que ça cartonne. Je suis très méchant avec T.I. aujourd'hui, que les fans de T.I. m'excusent, mais c'est vraiment pas un bon producteur. Et la seule fois où il se met pas en avant sur une production, c'est là que ça marche. C'est Travis Scott. Eh oui, il est signé sur Grand Hustle, qui est le label de T.I. Et à chaque fois que je dis ça à des gens, les gens me disent mais qu'est-ce que tu racontes ? On le voit pas, il apparaît pas. Bon, il fait quand même l'intro sur le premier album de Travis Scott, tout ça, mais bon, on peut se dire ouais, il l'a invité juste pour faire l'intro. Non, c'est son producteur. Et il est sur le label de T.I. Et bizarrement, dès qu'il se met pas en avant, ben ça prend. Et ça, à mon avis, ça veut dire quelque chose. En tout cas, Iggy Azalea, voilà, ça, pour moi, sa carrière est mal en point. Mais c'est quelqu'un qui parle beaucoup de sexe, qui le fait bien. C'est quelqu'un qui twerk très bien. Voilà des clips magnifiques où elle le fait. Et c'est une fille très sexy et qui a vraiment mis son physique en avant aussi et qui n'hésite pas à parler de sexe dans ses textes. Maintenant, on est obligé de parler du présent. Cardi B, bien sûr. On ne pouvait pas faire cette émission sans parler d'elle. Elle a poussé le truc dans la vulgarité, quoi. Elle a pas encore assez de morceaux pour qu'on puisse déblatérer, débattre sur elle. On attend toujours son premier album. Mais son fameux hit Bodak Yellow, il y a tout dedans. La meuf te dit que, voilà,
pour du Yves Saint Laurent, elle couche avec toi, fait des trucs incroyables avec son vagin, tout ça, machin. C'est la folie, c'est le summum de la vulgarité, mais c'est ce qui a plu à tout le monde. Et de toute façon, cette fille est vulgaire à la base. Et elle était connue aussi pour ça. On parle d'une stripteaseuse d'abord, et ensuite d'une fille qui a commencé à devenir virale sur les réseaux sociaux, à faire des vidéos où elle donnait son point de vue sur des choses, mais avec toujours un chewing-gum dans la bouche, une façon de parler, son accent dominicain, son truc. Vraiment, il y avait plein de trucs mélangés qui la rendaient si particulière, et elle faisait rire les gens. En fait, les gens suivaient énormément ses vidéos sur les réseaux sociaux. Et je parle souvent de cette télé-réalité qui s'appelle Love and Hip Hop, que je regarde beaucoup. Et en fait, Mona Scott, qui est la productrice de cette émission, elle cherche beaucoup des personnages comme ça sur Internet pour les mettre dans son émission de télé-réalité, pour que ces gens ramènent leurs followers dans l'émission, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Elle s'est dit, il me faut cette Cardi B dans mon émission. Donc elle est payée pour ça. Cardi B, elle est contente, elle a vu ça comme un tremplin aussi. Donc on la voit, elle s'embrouille beaucoup, c'est la bad girl. On voit une bad girl, on voit pas spécialement une rappeuse, hein. De toute façon, elle est pas douée, donc c'est pas ce que retiennent les gens quand elle est dans Love and Hip Hop. On voit pas la rappeuse, on voit la Kaira, celle qui va se battre, elle se bat énormément, celle qui va s'embrouiller, tout ça, machin. Et dans Love and Hip Hop, c'est un truc qui est très important. Il y a toujours, chaque saison, il y a toujours une fille qui se bat plus que les autres, et en général, elle a du succès. Donc Cardi B, quand elle sort de cette télé-réalité, elle est encore plus connue. Donc elle a du succès, et elle décide de faire du rap. Ça veut dire de profiter de toute cette hype, tout ce buzz qu'il y a autour d'elle pour rapper. Donc là, tout le monde la voit comme le phénomène et tout ça, mais elle envoie mixtape, des morceaux, et ça prend pas, hein, pendant longtemps. Hein. Les gens la voient, ouais, c'est la meuf de la télé-réalité. Sachant que tous les gens qui sont rentrés dans cette télé-réalité, il y en avait beaucoup qui rappaient, des hommes, des femmes, qui se sont dit, je vais me servir de cette télé-réalité comme tremplin, et ça a marché pour personne. Après, il y avait des gens talentueux, d'autres qui l'étaient moins. Mais je pense à une rappeuse comme Nia Lee, qui pour moi est très talentueuse, qui vient d'ailleurs de signer un deal chez Empire, un label indépendant qui a sorti l'album Plata au Plomo de Fat Joe et Remy Ma. Donc c'est un label indépendant qui commence vraiment à grossir. Elle vient de signer là-dedans. Pour moi, Nia Lee, c'est une rappeuse qui a vraiment du talent. Moi, quand je regardais cette émission, je me suis dit, elle a quelque chose. Et elle a envoyé morceau sur morceau, elle a galéré, ça a jamais pris. Et Cardi B, ça apprend. Et je peux vous dire que toutes ces filles qui sont passées par cette émission de télé-réalité, elles ont dû se poser des questions. Mais pourquoi elle, pourquoi pas moi? Et ce qui était énorme, c'est que Cardi B, elle faisait des vidéos. Je sais ce que vous vous dites. Pourquoi moi? Moi-même, je sais pas. Donc je me pose même pas la question. Je m'en fous. Je vis et tout ça. Et c'est ce côté, je m'en fous, je m'éclate et tout, qui a plu vraiment au public, qui a dit les trucs premier degré à chaque fois. Et voilà. Aujourd'hui, son album est attendu, clairement. On l'invite sur des gros hits de Bruno Mars, normal. Elle est, tout le monde la veut, c'est-à-dire Migos, c'est l'invité. Elle, aujourd'hui, elle peut appeler qui elle veut en feat. Les gens viennent. 21 Savage, normal, qui vient comme ça. Tout le monde veut être à côté de Cardi B, en fait, parce que c'est le personnage le plus cool, entre guillemets, du rap américain actuellement. Donc voilà. Moi, j'attends de découvrir cet album. Je suis pas, moi quand je l'écoute, j'entends pas une grande rappeuse du tout. Moi j'entends clairement Boda Kielo, à chaque fois que je l'entends, j'entends une personne qui a mis 24 heures pour enregistrer, quelqu'un qui a galéré, et même comme ça, moi j'entends encore des défauts. Mais c'est ce qui fait que c'est bien aussi. C'est qu'on sent une meuf rue, quoi. Une meuf ghetto. C'est pas une étudiante, c'est pas une mathématicienne du rap. Et je pense que des fois, on a besoin de ça aussi. Il faut pas que tout soit trop carré. Donc, je pense que c'est ce qui fait le succès du morceau. Donc, moi, j'aime ce morceau, clairement. Boda Kielo. Et, je suis par contre très pressé de voir vers où ils vont amener l'album, comment ils vont gérer. Parce que là, en termes de buzz, elle est au maximum du truc. Là, tu pars dans des bonnes conditions et je suis pressé de voir à quoi va ressembler l'album, si ça va marcher et tout. Pour moi, c'est un cas d'école. C'est très important pour moi. Et pas parce que je trouve que c'est une grande rappeuse, parce que ça faisait longtemps qu'une meuf avait pas eu autant de buzz, en fait. Et ce qui est dingue, j'en ai parlé la semaine dernière un petit peu dans l'émission spéciale Fat Joe et Terror Squad. Ce qui est dingue, c'est que Nicki Minaj a régné pendant longtemps. Entre guillemets, on a envoyé Iggy Azalea pour la déclasser, ça a pas marché. Nicki Minaj est resté. Remy Ma, sortant de prison, tout ça, fait sa télé-réalité. Au bout d'un moment, il faut qu'il se passe des choses. Elle attaque.
Nicki Minaj. Beaucoup de gens qui disent que qu'elle a gagné, que Remy Ma a gagné. Du coup, Remy Ma s'est dit, c'est bon, je vais prendre cette couronne maintenant, ça va être moi. Et elle a signé un très gros deal. Elle a envoyé 2 singles qui n'ont pas pris, alors que Cardi B est arrivée et passée au-dessus de Remy Ma. Et aujourd'hui, la réelle concurrente, en tout cas c'est ce que les médias envoient comme image de Nicki Minaj, c'est Cardi B, c'est pas Remy Ma. Et pourtant, Remy Ma, attention, hein, elle rappe mieux que Cardi B, il y a même pas de débat. Mais elle n'arrive pas à faire les hits. Là où Cardi B, elle fait Bodak Yellow, c'est un superbe hit. Là où le morceau de Migos est un hit aussi, elle est dessus. Là où le morceau de Bruno Mars est un hit aussi, elle est dessus. Donc même si elle a pas sorti son album, elle est sur 3 hits. Elle a son morceau avec Tony Wayne Savage qu'on va écouter aussi après, qui tourne bien et tout. Donc elle a même pas sorti d'album, elle est sur énormément de grandes choses. Donc c'est de bon augure. Maintenant, on attend de savoir ce qu'il y a sur l'album. À chaque fois, c'est repoussé. Moi, quand je la vois sur les réseaux sociaux en train de parler, j'ai l'impression qu'elle a très peur, en fait. Elle repousse, elle sait pas trop ce qu'elle veut faire ou quoi, mais tout dépendra de son équipe et pas d'elle. Donc, en tout cas, je suis pressé de savoir. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de date encore, il me semble, mais j'attends. Maintenant, j'aimerais qu'on ramène le truc un peu en France. C'est dur. C'est dur en France. Pourquoi je dis que c'est dur? C'est parce que c'est pas dans la mentalité française d'avoir ça. Alors, j'essaie de me souvenir, dans le rap français, l'exemple le plus lointain d'une rappeuse qui se soit assumée sexuellement, mais pas assumée sexuellement parce que ça c'est rien, c'est plus assumer, oui, je baise avec qui je veux, quand je veux, tout ça. C'est plus ça, de ça que je parle. Il y avait une rappeuse produite par le groupe TSN, tout simplement noir, qui s'appelle Rolka. Qui y allait clairement, elle c'était du Lil Kim à la française. Elle avait quand même un morceau, un refrain où elle disait yes yo, lèche mon clit yo, un truc comme ça, un truc dans ce délire là, donc ça allait elle allait très très loin. Ça n'a pas été super bien reçu, super bien compris parce que voilà, les mœurs du hip-hop français ne sont pas les mêmes que celles du hip-hop américain. Donc ça a été reçu un peu non, on veut pas. Donc pendant des années, il y a rien eu là-dedans. Quand t'étais une rappeuse, t'étais limite un garçon manqué. Fallait que tu rappes des trucs pas super féminins. Tout doucement, on est arrivé vers le rap. Les filles qui parlent aux filles, donc un rap féminin, féministe peut-être plutôt. Et voilà, mais on n'avait pas ce truc de bad bitch comme on peut entendre aux États-Unis tout le temps. Et il y a eu là récemment, ces dernières années, des bribes. Et moi, pour avoir vécu plusieurs époques dans ce rap français, je peux dire quand même que ce que je remarque, c'est que les mœurs du rap français changent quand même, évoluent dans un autre sens. Parce qu'aujourd'hui, les gens, on a une génération qui est née dans le rap. On a Internet qui a un pont directement sur le rap mondial, dont le rap américain. Avant, il y avait quand même, c'était dur de tout se procurer, fallait chercher et tout. Et du coup, il y a une mentalité assez américaine qui est en France aujourd'hui, clairement. Et il y a des choses qui dérangent pas, tu vois. La trap musique, ça va quand même avec le strip club, le twerk. Ces trucs de twerk. Aujourd'hui, tu vas en soirée, il y a des chansons qui sont jouées, il y a des meufs qui twerk. Normal. Il n'y avait pas ça à l'époque. Pourtant, on regardait les clips de Two Live Crew et tout ça, on voyait des Américaines faire ça. Mais si un DJ mettait une chanson américaine un peu dansante, les filles, elles faisaient pas du twerk. C'était mal vu, le candidaton. Et je trouve que ça, le candidaton, on s'en fout. On est en train de repousser les limites tout doucement. Je pense que ce qui s'est passé aux États-Unis depuis avec Lil Kim, Foxy, si on revient dans 10 ans, tout sera normal. Tout sera normal en France.
Donc voilà, on est en train d'arriver à ça. Et donc, du coup, on a des nouvelles bribes avec d'autres artistes. Et là, j'ai envie de parler de Shai, qui était chez 9 de I il n'y a pas si longtemps, qui est maintenant free agent, comme on dit, qui va s'occuper d'elle-même ailleurs. Alors, je sais pas où, quoi, comment, j'ai pas plus d'infos sur son retour. Mais en tout cas, voilà, c'est une fille qui est arrivée avec... Moi, c'est simple. La première fois que je la vois, moi, j'étais au concert de Booba à Bercy. Alors, c'était son premier Bercy. Je me rappelle plus de l'année parce que vous le savez, je suis nul dans les dates. Mais je sais que à cette époque-là, il y avait un Autopsie où justement il y avait Shai qui faisait le morceau Cruella d'Enfer. Je crois que c'était ça le titre. Et avec Booba. Et justement, elle a été invitée sur scène à rapper ce morceau. Et donc, moi, je vois une fille qui arrive en short, barésie, tout ça. Elle me faisait penser à Trina, en fait. Une perruque, je sais plus, colorée, je sais plus. Moi, je voyais Trina, je me dis, c'est qui? Pourquoi? Incroyable. En France? D'où il a sorti Booba? Pourquoi? Comment? Et elle est venue, elle a fait son truc. Et je pense que les gens, ils sont sous le choc, en fait, dans la salle, à ce moment-là. Une semaine après, même pas, peut-être quelques jours après, je sais plus, ils sortent le clip du morceau. Et là, je vois sur les réseaux sociaux, les gens, ils ont du mal. Là, on est encore dans ce truc. Non, pas en France, pas ça. Les gens, ils ont du mal. Les gens prennent mal le morceau. Et en fait, ils prennent mal Shai, en fait. Ils disent pourquoi elle veut faire l'américaine, pourquoi elle est aussi sexy, pourquoi elle raconte des trucs gangsta comme ça dans ses paroles. Ça, les gens, ils le prennent mal. Et en fait, elle continue sur cette lancée, elle envoie des morceaux, des fois clippés, des fois pas clippés, mais elle envoie des morceaux toujours dans ce truc. Et dont un morceau, je me rappelle plus le titre, mais le morceau qu'elle a envoyé, il y avait pas de clip. Donc du coup, quand tu mets sur YouTube, tu mets une photo. Elle a mis une photo où elle a une coiffe d'indienne, tu sais, les Indiens, les Amérindiens, quoi. Elle a ça, et elle est toute nue. Bon, elle cache ce qu'il faut cacher. On voit son super corps et tout. Mais là, je me dis... Moi, ça me parle parce que c'est ce que je vois aux États-Unis et que j'apprécie aux États-Unis. Mais là, je me dis, elle pousse le truc super loin. Mais est-ce que les Français vont comprendre? Et une fois de plus, ils comprennent pas. À part une poignée de personnes. Attention, je suis pas en train de mettre tous les Français dans le même sac. Mais surtout, c'est que il y a une poignée de personnes qui est prêt pour ça, qui a grandi avec le rap américain, qui est né dans le rap américain à côté. Et après, on n'entend plus trop parler, et à un moment, elle revient, et là, il commence à vraiment se passer des choses où je trouve qu'en termes d'image et en termes de rap, elle a peut-être retiré des choses qui pouvaient être exagérées au niveau du sexe, pour garder un côté sexy mais gangsta en même temps. Physiquement, tout le monde est amoureux d'elle. Et voilà, ça y a pas de souci, elle fait l'unanimité physiquement. Et je pense que en retirant un peu de sexe, légèrement, elle a trouvé le bon terrain d'entente pour la France. Elle a commencé à développer des thèmes beaucoup basés sur l'argent. Tout doucement, elle va amener ce terme de jolie garce, qui est un peu l'équivalent de bad bitch aux États-Unis. Elle a francisé le truc. Et moi, je me dis que finalement, elle est belge et c'est peut-être pour ça qu'elle est arrivée décontractée avec ça. Parce qu'en France, à ce moment-là, c'est pas possible de faire ça, en fait. Et je me dis, c'est peut-être le fait qu'elle soit pas de France directement. Donc, c'est un phénomène internet, je trouve, à ce moment-là. Et ensuite, ils se mettent à bosser, donc, avec 9 de I sur l'album et tout. Et quand ils ont enfin le single. Il y a plusieurs morceaux qui sortent. Il y a un morceau où elle dit que le SMIC c'est pas assez pour vivre. Je me rappelle plus du titre du morceau et tout. Moi personnellement, c'est du divertissement pour moi. Je prends le truc comme le truc aux États-Unis, tu vois. Je prends pas le truc premier degré. Je dis ça parce que je vois des commentaires sur internet. Ah, pour qui elle se prend? Ah, c'est un manque de respect pour ceux qui touchent le SMIC et tout ça. C'est une œuvre, c'est un truc, c'est pour dire je veux être riche. C'est ça qu'il faut retenir. Et faut pas prendre le truc au premier degré et tout. Et moi j'aime l'insolence de la fille en fait. Et je me rappelle, je commence à la suivre sur Twitter et sur Twitter elle est d'une insolence et j'adore ça en fait. Elle parle mal, genre truc et sa façon d'annoncer ses morceaux, c'est
je vais tuer le game, mon morceau il sort demain, pétasse. Ouais, un truc, moi, et j'aime ça. Pour moi, voilà, ça y est, on est aux États-Unis, il y a un truc et j'ai envie de supporter, d'être d'accord avec ça, parce que il faut aussi que ça change et il faut qu'il y ait un peu de piment dans ce game, tout ça. Non, voilà. Et en fait, quand ils travaillent sur l'album, tout ça, ils sortent un single avant que l'album sorte et tout, et c'est ce fameux PMW. Et moi, sur le moment, en fait, je me rends pas compte du tube que c'est. Moi, j'entends une chanson, je dis ouais, c'est cool. Il y a cette rythmique un peu dancehall, machin, Caraïbes et tout, voire afro aussi. Mais surtout, moi, je suis choqué par l'esthétisme du clip, en fait, plus que la chanson. Je trouve le clip super beau. Elle est belle, sexy. On le savait déjà avant ce clip, mais ils ont réussi à la rendre encore plus belle et plus sexy. Et surtout, le clip est beau, d'une qualité incroyable et tout. Et moi, en fait, je suis focus que sur ça. Quel clip ils ont fait, quel clip. Et en fait, le morceau, je l'encaisse 3-4 mois plus tard. J'écoute et je me dis, mais ça tue, ça. Elle est vraiment bien. Et en fait, le déclic, je l'ai parce que je suis en train d'animer une soirée. Le DJ met la chanson, en fait. Et je vois les filles qui connaissent le morceau par cœur. Je vois que ça danse vraiment parce que la chanson, elle est vraiment dansante. Mais je vois les mecs qui connaissent par cœur aussi. Et c'est là où je me dis, ok, là, il s'est passé un truc. Parce qu'en général, les filles, elles parlent aux filles. Les mecs, tu leur parles qu'avec ton physique, mais pas ta musique. Et là, je vois des mecs qui connaissent les paroles, donc je me dis, ouh là là, là on a franchi un cap. Et je tombe sur des vidéos de showcase de Shai, et je vois énormément de mecs dans les salles dans lesquelles elle joue. Elle a un public masculin incroyable. Et c'est là, je me dis, wow, là, elle a quand même changé le game. Parce que Diams, c'est la rappeuse qui a eu le plus de succès. On parle pas de sexe, il y a pas de sexe dans Diams, mais c'est la rappeuse qui a vendu le plus de disques. Elle a, dans ma bulle, c'est 1 million d'exemplaires vendus. Ok? Moi, je me suis retrouvé dans les salles de concert de Diams. C'est très féminin. Voilà. Et à un moment donné, c'est une meuf qui parle aux meufs. Même si les mecs, et là je parle plus des rappeurs, ils reconnaissent le talent de Diams en tant que kickeuse, y a pas de problème. Mais dans les thèmes, c'est une femme qui parle aux femmes. Là, Shai, je vois des hommes qui sont d'accord avec ce qu'elle dit, qui apprennent les paroles, qui sont capables de les rapper. Et là, je me dis, ouais, il se passe quelque chose. Et c'est là que je me dis, ce PMW, je vais quand même l'écouter un peu plus sérieusement. Et là, comme j'entends des choses dans ce morceau que j'avais pas soupçonné quand le clip est sorti. Et là, je me dis, ok, Shai, elle a son hit. Et voilà. Et au final, l'album fait disque d'or. Il y a le succès derrière et tout. Et bravo. Bravo. Maintenant, je suis un peu comme pour Cardi B, pour d'autres raisons. Je suis pressé d'écouter son prochain album, son prochain projet, même juste son prochain single en fait, parce que maintenant qu'elle est plus avec Nef de I, ça va être quoi la direction? Parce que il y a quand même un truc, il y a quand même une direction, il y a quand même un son, en tout cas dans les refrains, dans les façons de faire, il y a quand même un truc Nef de I qui existe, moi je trouve personnellement, et elle appartenait un peu à ça. Donc là, il va s'agir de faire autre chose, et je suis pressé de savoir vers quoi elle va aller et tout ça, et voilà, tout simplement. En tout cas, moi je trouve que Shai, elle a fait du bien au rap féminin et au rap tout court en France. Et voilà, elle a amené ce côté sexy qu'on n'avait pas spécialement en France, et voilà. Alors maintenant, j'aimerais terminer cette émission par peut-être la rappeuse française qui a poussé le truc le plus loin en termes de sex rap. Il y a pas besoin d'avoir de suspense dessus, vous savez très bien que je parle de Lisa Monet. Lisa Monet, c'est une rappeuse qui est arrivée directement avec ça, hein. C'est pas quelqu'un qui a fait des mixtapes et qui rappait un truc un peu plus social et un jour qui s'est dit je vais faire un truc au niveau du sexe. Non, elle est arrivée directement avec un morceau, un clip qui avait fait polémique, un buzz énorme sur internet et tout, où elle décrivait carrément des actes sexuels, elle disait clairement qu'elle assumait. En fait, tout ce côté américain dont je parle depuis le début de l'émission,
Elle a synthétisé tout ça. Elle a dit, je le fais en français. J'assume, je suis comme ça. Elle hésite pas à s'appeler elle-même Bitch. C'est des choses en France, on n'y va pas. On va pas sur ce terrain-là. Elle assumait, elle le faisait, elle le disait. Et au final, quand elle envoie son premier morceau, artistiquement, c'était peut-être pas son morceau le plus réussi. Mais en tout cas, au niveau du texte, de ce qu'elle disait, ça a attiré l'attention tout de suite. Ça veut dire que tout le monde savait qu'il y avait une personne qui s'appelait Lisa Monet. Donc déjà, rien que pour ça, c'était bien joué. Ça y est, elle a fait le buzz, elle a attiré la lumière. Maintenant, elle avait jusqu'à... Enfin, je dis juste, mais c'est pas évident. Jusqu'à élever son game au niveau de l'artistique. Faire des meilleurs morceaux à chaque fois. Et vous savez quoi? Elle l'a fait. Je trouve qu'à chaque sortie, c'était de mieux en mieux. À un moment, elle a un peu moins parlé de sexe. Ça a peut-être moins buzzé, parce qu'elle parlait moins de sexe. Mais il y a quand même un morceau charnière, il y a un clip, un morceau qui s'appelle Ave Maria, où elle est habillée en bonne sœur. Elle marche dans la rue, et plus elle marche, plus elle se déshabille. Mais on voit la réaction des gens, c'est dans les rues de Paris, on voit la réaction des gens que c'est pas un truc préparé avec des figurants. Elle le fait vraiment comme ça, elle marche dans la rue, les gens sont choqués et tout, machin. Et c'est ce genre de buzz comme ça qui se faisait et tout. Et moi, j'étais là en train de me dire, non, c'est cool. Parce que il y a la folie du piment, mais en plus, je trouve que artistiquement, c'est mieux et encore mieux. Donc, elle fait énormément de buzz, elle sort ses trucs elle-même, et je tiens à lui tirer mon chapeau, parce que finalement, il y a personne qui l'a produit, vraiment. Elle fait tout elle-même, finance elle-même ses enregistrements, elle sort ses morceaux elle-même. C'est quelqu'un qui se bat, et moi, je respecte beaucoup ça. Il y a beaucoup de gens qui demandent à ce qu'on croit en eux. Il y a une phrase dans le rap français qui est « Donne-moi la force ». Oui, il faut me donner la force. La force, c'est toi qui te la donnes d'abord. Si tu crois pas en ton truc, les gens vont pas croire en toi. Et j'apprécie ça chez Lisa Monet, c'est que elle est là, elle fait son truc. Elle a énormément de clips, elle sort énormément de morceaux. Et là, des fois, elle calme le jeu, elle revient, elle ressort des trucs et elle finance elle-même ces choses. C'est-à-dire, elle-même, elle croit en elle, et moi, je sens la progression à chaque fois, jusqu'à ce moment où je me suis dit, je vais la contacter, parce que je sais que je fais cette émission-là aujourd'hui. Et je vais lui demander qu'elle m'envoie un de ses morceaux qui est déjà sorti, et voilà, qu'elle me dise quel morceau elle aimerait que je joue, dans ces morceaux qui sont déjà sortis. Et là, elle me répond, j'aimerais t'envoyer mon nouveau morceau qui va sortir bientôt, mais qui n'est pas encore sorti. Donc une exclue. Je dis, wow, on a une exclue roulée avec Driver. Ok, envoie-moi le morceau, et s'il est cool, on le joue. Et s'il est pas cool, on jouera un morceau que t'as déjà sorti. Elle me dit, ok. Elle m'envoie le morceau, et là, j'ai pris une claque sérieuse. Le morceau tue. Le morceau tue vraiment. Ça veut dire que techniquement, artistiquement, ça y est, elle arrive à son truc. Pour moi, là, c'est bon. Elle rappe pour de vrai. Des fois, il y a des passages chantés. Elle chante super bien aussi. Le texte est bien. Il y a des moments où ça doit parler de sexe, ça parle de sexe. Il y a des moments où on doit revenir plus égo trip, c'est égo trip. Il y a des moments où elle parle de sa situation dans le game, elle parle de sa situation dans le game. Honnêtement, j'ai été agréablement surpris par le truc, et pour moi, elle a atteint le niveau, voilà, qu'il fallait qu'elle atteigne. Et c'est juste qu'aujourd'hui, on est en 2018, et c'est une ère où en fait, tes entraînements, ce que j'appelle ton entraînement, tu le partages sur Internet en vérité. Ce que je veux dire, c'est que ton premier morceau, tu le sors aujourd'hui. Et que des années plus, avec le temps, tu te diras, putain, j'étais pas au point sur mon premier morceau. Mais tu l'as sorti quand même. C'est ça aujourd'hui la génération Internet. Alors que moi, je viens d'une génération où il n'y avait pas Internet, ton premier morceau, il restait chez toi, en fait. Et tu sortais un jour un disque, et c'était pas ton premier morceau qui était sur ce disque. Aujourd'hui, avec Internet, t'envoies tout. Et c'est ce qui s'est passé pour moi sur Lisa Monet et sur beaucoup d'autres artistes, hein. Mais Lisa Monet, c'est ça, c'est que finalement, ce qui était ses premiers pas, on les a eus avec clip à l'appui. Moi, pour un mec de ma génération, c'est ton entraînement, tu le clips en fait. C'est complètement fou. Mais en vérité, elle vit son temps, et c'est 2018, et voilà. Donc agréablement surpris par le morceau. Donc bien sûr, on va le jouer. On va terminer l'émission comme ça. Et vraiment, j'aimerais répéter que c'est celle
qui a poussé le truc le plus loin en termes de sexy rap. Aujourd'hui, c'est vraiment bien fait. Elle a commencé doucement et aujourd'hui, c'est vraiment bien fait. Elle investit sur elle-même. Moi, je lui souhaite beaucoup de succès parce que j'ai beaucoup de respect pour la démarche. Après, on peut être d'accord avec le discours, pas être d'accord avec le discours. Moi, je le prends comme du divertissement. J'ai cette jugeote-là, j'ai cette expérience-là pour le prendre comme ça. Comme je prends le rap américain, alors quand c'est du rap américain, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas les paroles en France, donc ils s'en foutent. Et quand c'est du rap français, ils peuvent dire, ouais, mais ce qu'elle a dit, c'est choquant et tout ça. Ok, mais moi, je sais que la majorité des gens, des hommes, regardent des films porno. Et ça, c'est pas un problème pour eux. Donc là, elle a fait des morceaux qui sont pour moi du rap porno. Si t'arrives à regarder des films, tu peux écouter ce genre de paroles. En vérité, tu dois juste comprendre que c'est juste un film. Eh ben, la musique, c'est pareil, c'est juste de la musique, c'est juste des chansons.